J'accumule les mauvaises décisions. J'encaisse mal les coups durs. Les coups durs, ça va arriver à tout le monde. Je suis pas le premier à m'être divorcé. Je suis pas le premier avec des coups à la tête. Ça se passe sur plusieurs années avec des moments très dark puis des moments un petit peu plus hauts où tu as l'impression que tu te sors la tête de l'eau. J'ai toujours rêvé d'être un joueur de foot. J'avais pas envie d'être médecin, j'ai pas grandi en me disant je vais être pompier, je vais être astronaute. Non. Je voulais être un joueur de foot, c'était ça mon rêve. J'y croyais. J'y croyais. Je pense même que j'étais le seul à y croire au début. Dans un contexte comme ça, qu'un gros joueur vient acquérir une entreprise comme atypique, qu'est-ce qu'on s'attend d'Étienne dans les années qui suivent? Ben oui, en fait, je suis encore impliqué évidemment au niveau du marketing, au niveau d'être porte-parole, de prêter mon histoire à ça en tant que cofondateur, puis que gars qui véhicule le message de sobriété qui va évidemment main dans la main avec le produit. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une grosse machine comme celle-là, ils ont tous les contacts, de savoir à quelle porte aller cogner. Ils ont un portfolio aussi qui rend les rencontres intéressantes. Donc, bienvenue à tous, un nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. J'ai la chance aujourd'hui de m'entretenir avec Étienne Boulay, ancien joueur professionnel de football américain qui a joué pour les Alouettes de Montréal et également les Jets de New York dans la NFL. Et Étienne, maintenant, aujourd'hui, est reconverti en entrepreneur. Un entrepreneur qui a beaucoup de succès et qui a également beaucoup de projets. Je vais simplement vous nommer quelques-unes de ces entreprises: Breuvage Atypique, Real Edition, Ballistic Music, Drink BI et d'autres projets où Étienne est également impliqué. On parle ensemble aujourd'hui de la dynamique qui s'installe, ou plutôt des similitudes qui s'installent entre être un athlète professionnel et également un entrepreneur de haut niveau. Étienne nous parle également de ce qui l'a amené à se joindre dans le monde des affaires, et ça l'a commencé pendant qu'il était joueur de football. Déjà, au début de sa carrière d'athlète de haut niveau, Étienne avait déjà en tête ce qui allait se dérouler après sa carrière avec les Alouettes et les différentes équipes avec qui il a joué, les Argonauts de Toronto également. Donc, c'est assez fascinant ce qu'on discute ensemble aujourd'hui. Étienne nous explique également son rôle dans ces différentes organisations. Est-il impliqué dans les opérations? Est-il uniquement un investisseur? Est-il quelqu'un de davantage stratégique dans la business? On en parle ensemble, et on parle également de la vente d'entreprise qu'Étienne a été capable de réaliser parce que simplement 2 ans après avoir lancé son premier projet entrepreneurial, il a été capable de faire une sortie. Étienne est assez impressionnant et j'espère que comme moi aujourd'hui, vous allez grandement aimer la conversation. Également, je voulais parler d'un partenaire qui nous a grandement aidé pour notre événement Panel d'hypercroissance, et je parle ici de l'entreprise ThirdBridge. ThirdBridge, qui est une firme de Montréal spécialisée dans la création de logiciels et dans la création d'applications sur mesure. Si vous cherchez un partenaire de confiance pour vous aider à bâtir votre prochain projet technologique, je vous invite à aller sur le site web de ThirdBridge et de parler avec des très bons amis à moi qui sont venus sur le podcast, qui nous ont aidés par le passé avec nos événements. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils font. Également, je vous invite à vous abonner sur YouTube, Spotify ou Apple Podcasts. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode avec ma conversation avec Étienne Boulay. Étienne Boulay, tu es un ancien athlète professionnel de football qui a joué pour les Alouettes de Montréal, les Jets de New York, ainsi que les Argonauts de Toronto de 2006 à 2012, en remportant au passage 3 Coupes Grey, le prix décerné à l'équipe gagnante des séries dans la Ligue canadienne de football. Après t'être retiré en 2012, tu as connu des moments plus difficiles reliés à tes commotions cérébrales du passé, un divorce compliqué ainsi qu'une consommation d'alcool très prononcée que tu cachais d'ailleurs à ton entourage. Après ta 3e thérapie, tu as su te reprendre en main plus que jamais en devenant sobre. Tu deviens également entrepreneur par la suite en ayant à ton actif plusieurs brands qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Étienne Boulay, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance. Ben, merci. Wow, quelle belle intro. Je passerai plus dans le cadre de porte. Ben écoute, tout ça, ce sont des points véridiques, donc je pense que ça va être intéressant d'ailleurs de les décortiquer ensemble aujourd'hui. Mais Étienne, j'aimerais commencer avec une question pour toi. On a reçu plus de 300 entrepreneurs qui sont venus sur le podcast, qui nous ont parlé de leur évolution d'entreprise, et très souvent, on se fait dire les liens qu'il peut y avoir entre le sport et le monde des affaires. Toi, tu as compétitionné au plus haut niveau
sportif, tu compétitionnes maintenant au plus haut niveau au monde des affaires. Quel lien vois-tu entre le sport et la business en général? Ben, tu sais, par où commencer? Il y en a, pour moi, c'est la même chose. Tu sais, dans le sens où c'est l'élaboration d'une stratégie, l'exécution de la stratégie, assembler l'équipe, essayer de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, faire confiance, te concentrer sur ta job, analyser la compétition. Tous ces volets-là, pour moi, je suis nouveau dans l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant, on a lancé Atypique puis Édition 22 en 2020, fin 2020. Fait que ça fait 4 ans à peine. Mais on dirait que sur les points et les principes que je viens de te nommer, ben j'ai fait ça toute ma vie, tu sais. C'est juste que je suis aussi stressé, mais des fois, je suis moins raqué en me réveillant le matin. Puis on dirait que la partie n'arrête pas dans le monde des affaires. C'est tout le temps on, il n'y a pas de 60 minutes, il n'y a pas 4 quarts, c'est tout le temps en train d'évoluer, puis on peut jamais vraiment arrêter, là. Non, puis c'est important, en tout cas en ce qui me concerne, d'avoir une bonne équipe, tu sais, puis que ce soit l'équipe dans l'entreprise comme telle, avoir des bons consultants, des bons mentors, des membres de la famille, aussi des gens qui sont capables de te voir aller sur un plan personnel, mais sur un plan business aussi, sur la vision de l'entreprise. Puis d'après ça, d'être capable de jongler avec tout ça. Fait que pour moi, c'est très excitant. Puis il y a 3 principes que j'avais au foot que je veux continuer d'appliquer dans le monde des affaires. La première chose, c'est que je veux embarquer dans un projet où je vais avoir du fun. J'avais du fun à jouer au foot. J'aimais jouer au foot. Donc, il faut que la business m'allume. Il faut que le projet m'emballe. La deuxième chose, c'est je dois travailler en équipe. Pas je veux, je dois, parce que je peux pas jouer à toutes les positions. Je sais dans quoi je suis bon, je sais dans quoi je suis moins bon. Puis c'était la même affaire au football. Au football canadien, on était 12. Au football américain, on était 11. Fait que tu sais, tu as besoin de coéquipiers qui vont amener la business plus loin, le projet plus loin. Puis la troisième chose, je veux gagner. C'est parce que le fun vient en gagnant. Participer, c'est great, cool, mais fait tu sais, fun, équipe, gagner. Bien à partir du moment où je suis capable de travailler dans ce sens-là, c'est bon, c'est. Puis on peut le dire, tu as gagné très souvent, donc j'imagine que ce sentiment-là on devient un petit peu accro à ça à la fin de la journée d'être capable de gagner, là. J'ai une personnalité, je pense, qui me permet d'avoir, j'ai eu des enjeux justement avec certaines addictions, certaines dépendances. Je suis tout aussi excessif que je l'étais. Cependant, j'essaie de l'être dans des sphères qui sont un petit peu plus saines. Plus saine, effectivement. Bon, Étienne, on est sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Donc, mon objectif avec toi, ça va être de décortiquer le lancement de tes différents brands. Et je les nomme Breuvage Atypique, Édition 22, la musique balistique, c'est une maison de production que tu as lancée il y a quelques mois de ça. Drink BI, Studio de yoga Soma Fit Club. Qu'est-ce qui s'est déroulé pour que tu te lances autant rapidement dans autant de projets différents depuis 4 ans seulement? Bien, juste petite nuance, c'est des studios d'entraînement en IMS. Et pas de yoga, là, c'est de l'entraînement par électrostimulation. Mais en fait, c'est vraiment Atypique et Édition 22 qui ont été lancés par la force des choses en même temps. C'était pas voulu. C'est juste que le timing des launchs a coïncidé. Ça, c'était quand même une gymnastique particulière, là, c'est-à-dire de l'annoncer pour pas nuire à un plus que l'autre, puis après ça, de les laisser vivre séparément. Mais encore une fois, avec les équipes, c'est ça qu'il y a. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'y ai pris goût. Tu sais, puis j'ai réalisé que j'étais en mesure, j'ai le privilège dans la vie d'avoir un bon réseau, d'avoir des gens qui sont crédibles, d'avoir une drive, que j'ai le privilège de créer des projets qui me ressemblent, avec des produits que j'ai envie d'utiliser, puis après ça, de les commercialiser. Tu sais, fait que c'est parti de là, puis j'ai du gros fun. Bien sûr. Mais encore une fois, ce qui me permet d'embarquer dans plein d'affaires, c'est le fait que je suis pas dans les opérations quotidiennes. Tu sais, j'ai un autre rôle, puis encore une fois, c'est là où les équipes prennent tout leur sens. Bien sûr. Puis on en parlera un petit peu plus tard de ton rôle dans ces différentes entreprises-là, parce que je pense que c'est assez clair et c'est très, très stratégique et très intelligent. Mais je serais curieux de t'entendre ici. À mon avis, quand tu étais plus jeune, tu voulais devenir joueur de football. C'est assez évident.
Le monde des affaires, est-ce que ça te trottait dans la tête quand tu étais plus jeune aussi ou c'est quelque chose qui est venu en vieillissant? Je n'avais jamais envisagé le monde des affaires. Je viens pas d'une famille qui est en affaires. Tu sais, mon père travaillait pour la ville de Laval, ma mère était enseignante. Donc, à ce moment-là, c'est tout ce que je connaissais. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui grandissent entourés de parents, de frères et sœurs, d'oncles et de tantes qui sont en business. C'était pas le cas pour moi. Fait que c'était pas une... Tu sais, j'étais pas fermé à l'idée, mais j'ai jamais même juste réfléchi à ça. Fait que ma vision n'était que sur le foot pro. Puis quand je suis arrivé à Montréal, mais là, pas plus fou qu'un autre, je me suis dit, mais tabarouette, je suis francophone dans un marché francophone. Il y a des opportunités cachées à quelque part. Puis à la base, ce thinking-là est parti du fait que je voulais gagner plus de sous. J'ai vu les salaires de la Ligue canadienne. Je me suis dit, ben tabarouette, en étant capable de réseauter, de rencontrer des gens, de faire des entrevues, de devenir un peu, entre guillemets, le porte-parole d'équipe, ben je vais peut-être me créer un réseau. Peut-être que je vais attirer des commanditaires, je vais me créer une source de revenus supplémentaire. Puis ça a fait ça, mais aussi ça a créé un tremplin vers les communications parce que c'est à travers ces décisions-là que j'ai réalisé que, attends une minute, j'ai du fun à rencontrer le monde, j'ai du fun à jaser, j'ai une certaine facilité à communiquer. Il y a peut-être de quoi explorer là. Puis c'est du essai-erreur. C'est drôle, mais c'est une succession de décisions qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Là, j'en ai une stratégie, là, j'en ai une vision, mais à l'époque, c'était plus, voyons s'il y a quelque chose de ce côté-là. Bien sûr. Ben, Étienne, c'est de l'entrepreneuriat. Tu as poussé un petit peu ta chance de dire, je vais aller voir un petit peu ce qui se déroule autour de moi. Tu as forcé les choses et tranquillement, ça s'est dessiné autour de toi. C'était, en fait, si tu me permets, en rétrospect, c'était du personal branding. Tu sais, c'est-à-dire que je suis devenu Étienne Boulay des Alouettes. Puis, inconsciemment, je pense que je voulais être Étienne Boulay tout court. Tu sais, puis il y a certaines étapes dans ma carrière qui ont permis ça. De un, quand je suis parti des Alouettes pour aller aux Jets de New York, là, je suis devenu Étienne Boulay, joueur de foot. Tu sais. Après ça, je suis revenu aux Alouettes, c'était un moment glorieux. On a gagné des Coupes Grey, c'était des belles années. Après ça, l'animation télé. Fait que j'ai été capable de me créer mon propre univers autour de ça, puis là, après ça, d'en bénéficier. Si on veut bien comprendre ton évolution dans le monde des affaires, je pense que c'est important quand même, Étienne, de faire un petit retour en arrière ici. Donc, je vais essayer de bien situer l'audience aujourd'hui. En 2012, après ta carrière, tu sembles vivre un des moments les plus bas de ta vie. Paradoxalement, tu viens de gagner la 3e conquête de la Coupe Grey. Et tu disais dans un reportage, que je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode, que tu t'es jamais senti aussi seul dans ta vie. Je pense qu'à ce moment-là, tu as eu certains enjeux familiaux, il y a un divorce qui s'est montré le bout du nez, tu prenais beaucoup d'antidouleurs, d'autres substances également que tu mentionnais dans le reportage. Bon, comme je l'ai mentionné en introduction, mon objectif avec toi aujourd'hui, c'est de démontrer à l'audience le volet business que tu as mis en place, mais je pense qu'on doit revenir en arrière et comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Peux-tu nous expliquer 2012, 2013, qu'est-ce qui se déroule un petit peu dans la tête d'Étienne Boulay? Et là, c'est une tempête, c'est un brouillard. J'accumule les mauvaises décisions, j'encaisse mal les coups durs. Les coups durs, ça va arriver à tout le monde. Je suis pas le premier à m'être divorcé, je suis pas le premier avec des coups à la tête. Mais je m'auto-médicamente, antidouleurs, cocaïne, toutes sortes d'amphétamines, alcool mixé à ça et un désir d'arrêter d'être discipliné, une écœur en titre de ce que j'avais fait toute ma vie, ce qui fait que ma crise d'adolescence, je la vis à 30 ans à peu près. Tu sais. Puis ça a été un gros tourbillon, ça a été très difficile. Puis ça se passe sur plusieurs années avec des moments très dark, puis des moments un petit peu plus hauts où tu as l'impression que tu te sors la tête de l'eau. Puis beaucoup d'ego. Tu sais, j'allais chercher de l'aide, mais à moitié, pour acheter la paix à la maison. Puis, tu sais, je me gardais des portes de sortie. Puis, j'étais tout croche. Et heureusement, tu sais, ça s'est passé, les débuts de mes problèmes de consommation, peut-être 2011. J'ai terminé ma dernière saison à Toronto, puis ça s'est up and down espacé jusqu'en 2017, janvier 2017. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens.
cette période-là, pendant que j'étais dedans, générait beaucoup de honte. J'ai vraiment... Honte pour toi ou honte tu sentais au je niveau de pense ton pour tout le entourage? monde, mais pour moi, tu sais, c'est super cliché, mais j'étais pas capable de me regarder dans le miroir en me brossant les dents. Là. Tu sais, j'étais tout croche, je déparlais. J'ai perdu des jobs, j'ai perdu des amis, tu sais, j'ai fait des choses pas cool, tu sais. Puis, aujourd'hui, je réalise que tabarouette, ça a été, pour moi, probablement la plus belle chose parce que aujourd'hui, je sais d'où je viens, je sais où je veux pas retourner. Je me connais. Mais surtout, j'ai été capable, avec l'aide de partenaires, puis avec l'aide de famille, de ma famille, de transformer cette situation négative-là en quelque chose de beau et de positif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je regarde en arrière, puis j'ai plus honte. Tu sais, je suis ailleurs, heureusement, mais je suis capable de me dire, ben, tabarnouche, ça a servi à quelque chose. Bien sûr. Puis écoute, Étienne, ce qui est intéressant et donc fascinant dans ce que tu dis, tu vois, juste la semaine dernière, on recevait Dominique Gagnon sur le podcast qui vient de sortir un livre qui explique ici l'entrepreneuriat rend des fous. Et j'ai eu la chance de lire ce livre-là en quelques jours et tu te rends compte de témoignages d'entrepreneurs dans ce livre-là, de gens qui sont au bout du rouleau, qui malheureusement, un petit peu comme toi que tu mentionnais, ont fait des tentatives de suicide. Donc, ils ont eu des moments qui étaient très, très, pardonnez-moi l'anglicisme, dark ici. Tout le monde passe par là, mais par la suite, tu les revois. Et quand ils ont été capables de se relever, ça fait des bêtes encore plus dangereuses quasiment sur le marché du monde des affaires. Là. Ouais, puis un gars comme Dominique, je l'admire beaucoup. Dominique a une belle drive, il est très brillant. Il sait ce qu'il fait en tabarouette, puis il a appris à se connaître aussi. Tu sais. Puis à partir du moment où tu te connais, ben, t'arrêtes de te bullshiter, tu sais, t'arrêtes de te compter des menteries, puis tu sais sur quel terrain de jeu aller, où tu vas avoir du succès, puis tu sais comment pallier à certaines des lacunes que tu as, mais effectivement, c'est important de comprendre que des périodes rough, on va tout en avoir. Puis l'analogie peut-être plus au niveau, tu sais, là, j'ai parlé d'une situation personnelle que j'ai réussi à transformer en beau succès professionnel et qui, par la fait même, me responsabilise au niveau personnel. Mais l'autre exemple que je peux donner, puis que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que, tu sais, moi, on le mentionnait un petit peu plus tôt, je me suis divorcé en 2012, puis c'était pour moi très, très difficile. J'avais marié une Américaine à l'époque qui retournait aux États-Unis avec mon enfant, puis c'était un shit show. Tu sais, je m'excuse pour by the way, je m'excuse pour le locker room talk. C'est bien correct. Mais, vous allez avoir l'Étienne authentique aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble à ce jour. Fait que pour moi, le divorce, c'est un gros échec. Il y a personne qui grandit en disant, moi, un jour, je veux être divorcé, tu sais. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve à avoir une famille recomposée, avoir un beau-fils qui a maintenant 15 ans. J'ai 2 petites filles de 10 ans et 4 ans issues de cette nouvelle union-là. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie. C'est juste qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, pendant le divorce, tu te dis, mais ma vie est finie. Je consomme, je suis un commotionné, je suis un loose cannon, je fais dur en tabarouette, là. Je vais peut-être être capable de rencontrer pour un soir ou deux des femmes, mais je suis pas un bon parti. Là. Tu sais, j'ai un enfant qui est aux États-Unis. Tu sais, fait que tu te poses des questions, puis finalement, tu réalises comme fais confiance un peu à la vie, là, sans devenir ésotérique, là, mais t'es pas obligé de comprendre ce qui se passe présentement, mais aie confiance que le meilleur s'en vient. Puis pour moi, je pourrais pas imaginer ma vie mieux qu'elle est aujourd'hui au niveau familial. Bien sûr, une journée à la fois et on va être capable de passer au travail. Et parlons-en un petit peu de ce retournement de situation. Je pense que le terme est bon ici. Bon, de cette période un petit peu plus complexe, tu retournes en thérapie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça te permet de mettre ces soucis-là derrière toi. Les années avancent et en 2020, tu lances finalement une marque, le breuvage atypique, un mocktail qui va faire fureur très, très rapidement. Un breuvage que tu lances avec la station Agrobiotech. Peux-tu nous parler un petit peu de cette association-là, la genèse de ce projet-là? Comment ça a été lancé? Entre 2017 et 2020, tu sais, il y a... Bon, Instagram venait de commencer. Non, Instagram existait depuis quelques années. Facebook, évidemment, depuis plus longtemps. Mais en ce qui me concerne, c'était les débuts des partenariats commerciaux. C'est-à-dire que, bon, je m'étais créé une communauté, puis là, tu as McDonald's, par exemple, qui appelle, qui fait, tiens, on aimerait ça faire une pub avec toi, mais la pub, elle va juste jouer sur tes réseaux à toi, pas sur les nôtres. Ah, OK, c'est ça. Puis là,
j'ai commencé à faire de la pub comme ça, de temps à autre, pour d'autres marques. De un, c'était intéressant financièrement. De deux, moi, c'était un gros apprentissage sur le marketing web, sur le marketing de réseaux sociaux. Puis là, tu regardes, OK, comment ils font leur stratégie, comment ils déploient ensuite de ça toute l'espèce de monétisation derrière, qui target, de quelle façon, pourquoi. Fait que ça a été super intéressant jusqu'à ce que j'arrive en 2020, je me dise, je vais commencer à dire non un petit peu plus parce que je veux voir, y a-t-il moyen d'utiliser ce know-how-là, ce knowledge-là pour moi? Puis ça a donné que Jonathan Robin, de la station Agrobiotech, m'appelle. On avait un ami en commun, l'homme d'affaires Éric Lapointe, qui avait joué au foot à l'époque, qui était en finance. Et Joe m'appelle, puis me parle d'un de ses brands de kombucha qui aurait peut-être besoin d'un coup de main au niveau marketing, etc. Mais moi, j'en bois pas du kombucha. Fait que je dis non. Je dis, c'est super intéressant, mais non. Mais par contre, on se met à jaser, puis on échange sur mon parcours. Puis il avait vu passer, je pense que j'avais célébré ma 3e année de sobriété ou quelque chose de même. Puis il m'explique qu'il a la capacité, lui, avec son laboratoire, de faire des mocktails. Ah ouais, OK, c'est intéressant. Puis c'est comme ça que l'idée est née. Fait qu'à travers juste une porte qui s'est ouverte, un nom pour quelque chose. Puis c'est drôle parce que parallèlement, je parlais d'édition 22, mais mon brand de sac, mais c'est arrivé un peu de la même façon. C'est-à-dire que la gang de Groupe Bugatti, dans les valises, c'est des sommités. C'est eux autres qui étaient derrière aussi le brand de sac de Céline Dion. C'est eux qui s'occupent du merch de Rolling Stones, etc. Puis là, ils me contactent parce qu'ils veulent peut-être que je leur fasse de la pub pour les sacs Bugatti. Puis j'ai regardé leur site web, puis je leur ai dit que je trouvais que ça fitait pas avec moi. Leur sac, c'était trop business, c'était trop... tu sais, moi, j'étais un peu freestyle, j'étais un peu... Ben oui. Je suis pas en chemise, je m'habille, comme j'aime m'habiller, j'aime avoir un peu de style. Puis, fait que je leur ai dit, mais non, merci, je trouve que ça me ressemble pas. Mais par contre, si vous avez envie, je vois que il y a un white space, là, il y a des besoins au niveau de quelque chose de peut-être plus urbain, accessible pour du monde comme moi, qui, oui, sont en affaires, mais qui ont envie d'être cool un peu aussi. Fait que... Puis Andrew, le propriétaire, a sauté sur l'occasion. Il a fait « Ah ouais, OK, viens me rencontrer, puis on va se jaser. » Puis de là est née Édition 22. Fait que c'est à travers des noms. Non, mais c'est pas juste un nom catégorique, c'est d'ouvrir la porte à un autre truc. Fait que ça a été des collaborations pour commencer. Puis là, après ça, l'apprentissage, la piqûre, le développement des affaires, la création de valeur, tout ça, moi, c'est des trucs qui m'ont allumé, puis sur lesquels je travaille encore aujourd'hui. Ben oui, puis clairement, tu as fait un apprentissage accéléré parce que passer d'un influenceur, on pourrait dire ça comme ça, à un propriétaire d'entreprise qui possède ses propres marques et qui en possède plus d'une, tu as compris ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que c'est là que se crée la valeur. Si tu es capable d'aller chercher de l'équité, il va y en avoir encore plus de valeur. Et parlons-en peut-être un petit peu de l'évolution de Atypique parce que lancé en 2020, croissance assez rapide et en 2022, Keurig Dr Pepper vient cogner à vos portes, veut faire l'acquisition. Peut-être tu pourrais nous décortiquer 2020 à 2022 et nous expliquer un petit peu comment ces discussions-là ont eu lieu avec Dr Pepper? Ben oui, il y a un volet que je peux mentionner, évidemment. Là, il y a aussi des NDA qui ont été signés. Bien sûr. On est encore, évidemment, en partnership. Fait que, en fait, essentiellement, là, on connaît un succès monstre en 2020. Au-delà de nos attentes, on pensait qu'on était capable d'avoir beaucoup de succès. Puis, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on a lancé un nouveau produit, mais on a aussi créé une catégorie. Tu sais, la catégorie des mocktails qui n'existait pas en épicerie. Fait que c'était un double défi. C'est un double défi en temps de pandémie, alors que tu n'as pas de sampling, t'as pas, tu sais, quand tu lances un produit de consommation, tu veux le faire goûter au plus de personnes possible parce qu'ils l'adoptent et qu'ils en rachètent. Là, on n'avait pas cette option-là. Fait que, malgré tout, j'attribue ce succès-là à 3 choses. La première, je lève mon chapeau à Joe Robin puis la gang de la station Agrobiotech puis le lab. Le produit goûte bon. Il est extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un vrai why derrière. Il y a un vrai pourquoi. Puis ça, c'est mon histoire. C'est un produit que j'avais besoin, moi, dans la vie. Puis,
La troisième chose, c'est le contexte, c'est le timing. Puis ça, c'est quelque chose que tu contrôles pas, mais la société était prête, il y avait un besoin pour ça. Puis c'est allé bien au-delà des gens avec des problèmes de consommation, puis des femmes enceintes, puis des gens qui prennent des médicaments, mais il y avait un désir ou une curiosité sur les produits de ce genre-là. Fait que, ceci étant dit, succès monstre extrêmement rapidement, où on se retrouve à être un peu, après un an, pas dépassé, mais on se dit, ben tabarnouche, si on est pour scaler up, on va avoir besoin d'aide, là. Parce que avec nos moyens à nous, ça va être rapidement, on va être maxé out. Puis c'est une question de timing aussi. On voyait les autres brands commencer à pousser. Puis tu sais, it is what it is, là, tu sais, ça fait partie de la game. Même si je suis compétitif, je me dis, tabarnouche. Fait que là, on se dit, c'est une question de speed to market, là. On a été les premiers au Québec, ça nous sert, on va être les premiers partout. Mais là, à un moment donné, tu réalises, ben c'est ça, on va avoir besoin d'un coup de main, puis c'est là que KDP, Keurig Dr Pepper Canada a levé la main. Énormément de rencontres pour voir un peu comment ça pouvait s'orchestrer. Eux, gros due diligence de leur côté aussi, à savoir, tu sais, c'est-tu une mode, cette catégorie-là, ou c'est là pour rester? OK, c'est là pour rester, c'est ça. Puis finalement, on a décidé de faire une acquisition. Puis c'est une belle dynamique, dans le sens où là, tu as une multinationale, un géant, qui acquiert une start-up. Tu sais, habituellement, ça se voit pas. Habituellement, les géants vont acquérir les grands ou des business. Des entreprises plus établies. Ben, ou tu sais, des business à l'adolescence. Là. Tu sais, nous autres, on est encore un petit bébé. Là. Fait qu'on travaille main dans la main maintenant avec Keurig Dr Pepper pour percer des nouveaux marchés. On est à Canada, on est partout au Canada présentement. Puis c'est un beau défi. Fait que ouais, encore une fois, énorme courbe d'apprentissage à travers tout ça. Puis ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que pendant cette période-là de vérification diligente, de négo, tu sais, là, tu as besoin de consultants, puis tu as besoin d'experts, puis ça se passait aussi en anglais avec KDP USA. Moi, j'étais à la radio le matin, je me lève à 3h30, j'essaie de lire des documents. Après ça, des documents légaux, tabarnouche. Fait que c'était honnêtement, là, c'était drainant, mais je suis vraiment, vraiment content je suis fier de cette période-là. Ben, j'en doute pas. Puis, je serais curieux un petit peu ici si on décortique un petit peu l'entente. Bien entendu, il y a plein de choses sur confidentialité, on ne pourra pas aller derrière tout ça, mais tout de même, on s'entend, cette entreprise-là a eu le succès qu'elle a eu à cause d'un bon produit, certes, mais surtout à cause de sa ligne de distribution, qui est en l'occurrence Étienne Boulay. Dans un contexte comme ça, qu'un gros joueur vient acquérir une entreprise comme Atypique, qu'est-ce qu'on s'attend d'Étienne dans les années qui suivent? Est-ce qu'il doit rester ambassadeur pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans? Est-ce que, d'un autre côté, non, tu fais pas partie d'entente? Comment tout ça s'est mis en place avec eux? Parce qu'encore aujourd'hui, on le voit, tu promouvois la marque. Là. Ben oui, en fait, je suis encore impliqué, évidemment, au niveau du marketing, au niveau d'être porte-parole, de prêter mon histoire à ça en tant que cofondateur, puis que gars qui véhicule le message de sobriété, qui va évidemment main dans la main avec le produit. Fait que ça reste. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une grosse machine comme celle-là, ils ont tous les contacts. Tu sais, que ce soit au niveau du réseau de distribution, de savoir à quelle porte aller cogner. Ils ont un portfolio aussi qui rend les rencontres intéressantes. Tu sais, c'est-à-dire que nous, dans le temps, on va cogner chez Sobeys ou chez Métro, puis c'est bonjour, je m'appelle Étienne, puis j'ai du Atypique à vendre. KDP arrive, puis tu sais, ils ont du café, ils ont du Clamato, ils ont du Dr Pepper, ils ont name it, là, ils ont du Schweppes. Fait que là, ça facilite plusieurs rencontres pour eux. Puis moi, ma notoriété est quand même limitée au Québec. Tu sais, bon, Canada anglais, avec quelques recherches, on est capable de comprendre ce que j'ai fait. Mais je suis pas un household name, là, comme ça peut être le cas ici. T'sais. Fait que, mais je demeure impliqué dans le développement des affaires, dans des créations d'opportunités. C'est juste que c'est pas moi qui ai la main sur le porte-monnaie puis qui fait le call après. Mais c'est aussi de travailler avec des vrais pros qui sont là-dedans depuis toujours. Une chose qui est très, très rassurante,
là-dedans aussi, puis qui est la raison pour laquelle on est allé avec KDP, ou une des raisons, c'est Olivier Lemire. Puis Olivier Lemire, c'est le CEO de Keurig Dr Pepper Canada. Il est québécois. Un très, très bon... on a eu un bon feeling dès le début avec lui, une bonne tête de business, puis un gars qui est fair, tu sais, fait que cette dynamique-là devient bien intéressante. Mais c'est évidemment eux qui ont les deux mains sur le volant. En tout cas, félicitations, c'est assez exceptionnel d'avoir été capable de faire une sortie de la sorte en aussi peu de temps. Étienne, j'aimerais continuer sur le point de personal branding. Tu sembles avoir compris, et ce très rapidement, passer d'influenceur à propriétaire d'entreprise. C'est quelque chose que tu as compris, tu l'as compris vite. On va en parler dans quelques minutes avec les autres organisations que tu as lancées. Tu as une présence en ligne au moment où on se parle de plus de 230 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Un podcast se nommant Chiller chez Boulay, qui a plus de 120 épisodes au moment où on se parle. Tu es à la radio, comme tu l'as mentionné. Tu livres du contenu à ta communauté de manière quotidienne. À quel moment, là, tu as vraiment réalisé l'importance, la puissance du personal branding? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui te fait réaliser que, j'ai quelque chose entre les mains qui est capable d'aider à la commercialisation, à faire connaître quelque chose? Je ne sais pas s'il y a eu un moment comme tel. Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, à travers le foot, je voulais me positionner pour me créer plus d'opportunités. Puis aussi, c'est parce que le foot étant ce qu'il est, j'avais analysé beaucoup, là, la moyenne des carrières, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais dans le temps, c'était 2 saisons et demie. Fait que, tu sais, à cause des blessures, à cause des contrats non garantis. Fait que c'est pour ça que quand je suis arrivé ici, j'avais en tête de bien me positionner, de me faire connaître, de serrer des mains, puis de rencontrer du monde, parce que je me disais, si dans 2 ans et demi, c'est terminé, puis j'ai gagné des salaires de la Ligue canadienne, qu'est-ce que je vais faire? T'sais? Fait que c'est parti de là. Puis, je t'avoue que je pense que j'ai tellement été dans l'action dans les 10-12 dernières années, ben, plus que ça, que j'ai jamais tant réfléchi à tout ce que ça pouvait amener. Parce qu'au départ, c'était, par exemple, en transition de carrière, ben, tu sais, plus je suis actif sur les réseaux sociaux, plus peut-être je deviens un attrait pour l'animation d'un show de radio, parce que là, je peux venir aider un petit peu au marketing, et ça devient peut-être plus intéressant, ça peut peut-être driver du monde à écouter le show un peu plus, c'est même affaire de la télé. Puis là, de fil en aiguille, me positionner, mais je suis encore en train d'apprendre de quelle façon articuler tout ça. Puis, tu sais, je t'avoue que il y en a beaucoup, là, présentement. J'ai une belle équipe autour de moi, puis j'étais en train de réfléchir à de quelle façon articuler ça intelligemment pour optimiser ma présence, puis pour pas trop me brûler non plus. Tu sais. Fait que c'est un working progress. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de projets. On l'a mentionné un petit peu plus tôt. On va essayer peut-être de les décortiquer. Ballistique Musique, maison de disques, lancé avec John Anthony. Quelle est l'idée? Comment ça a été lancé tout ça? On est dans la transparence. Il y a beaucoup de fois où j'ai aucune idée de ce que je fais. OK? Fait que là, je vous explique. Je vous explique. John Anthony, qui est entre autres guitariste dans Caïn, qui est un réalisateur de musique. Et pendant plusieurs années, je reçois souvent des messages de gens de plein de sphères qui veulent soit des conseils de carrière ou qui veulent, je sais pas si c'est de la pub sur les réseaux sociaux, mais qui veulent un peu d'aide pour les mettre sur la map. Puis là-dedans, il y avait beaucoup d'artistes en musique. Puis je me sentais pas équipé pour les aider. Fait que souvent, je passais à POC à John. « Hey, John, y a-tu quelque chose que tu peux faire avec ça? Peux-tu les diriger aux bons endroits? Y a-tu ça? » Puis John est à la maison il y a de ça presque 2 ans. Il y a 2 ans, à la fête de ma fille, puis il me dit, écoute ce kid-là, tu sais. Fait qu'il me fait écouter une chanson sur son iPhone, une chanson enregistrée là, dans les notes, tu sais, dans les voice notes. Puis la voix est extraordinaire, puis dans ma tête, c'est un chanteur country de Nashville, tu sais. Il me dit, le kid s'appelle Justin, il a 22 ans, il habite à Gatineau. OK? Il dit, je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses si on le met sur la map? Fait que je suis comme, OK, ben j'aimerais ça le rencontrer. Parce que moi, l'angle sportif est le suivant. C'est que j'ai connu beaucoup d'athlètes sportifs, d'athlètes extraordinaires, mais que les coachs voulaient plus qu'eux. Fait que je voulais saisir le kid, voir, il est-tu motivé? Parce que ça va falloir que le feu sacré parte de lui, là, ça partira pas de moi. Et bref, je l'ai rencontré, coup de foudre, professionnel, belle valeur, c'est ça a cliqué. Puis j'ai eu envie de le mettre sur la map.
avec John. John s'occupe du volet musical, je m'occupe de plein d'autres choses. Dans la transparence. Puis là, de fil en aiguille, on apprend, mais attends une minute, pour produire un artiste, il faut que tu aies une maison de disques, là, pour avoir droit à des crédits, à des ça te prend une maison de disques. Ben, tabarnouche, c'est pas juste de mettre l'humain sur la map, faut créer un univers autour de lui. Fait qu'on a créé une maison de disques pour Justin. Mais là, la vérité, c'est qu'il y a d'autres artistes qui cognent à la porte, mais on n'est pas équipés pour les gérer. Là, nous autres, c'est Justin, présentement. On verra après ça ce qu'on fait avec ça, mais on va commencer par faire ça correctement, faire nos classes. Mais tu sais, c'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un dit « t'as une maison de 10 », je pars à rire, parce que oui. Il y a quelques bookings là, qui se sont faits récemment que j'ai pu voir. Le kid est une machine, là. Il va être au Festival des Montgolfières de Saint-Jean depuis, tu sais, même l'an dernier, il a fait toutes les premières parties Caïn, mais le Festival Western de Saint-Tite l'an dernier, il est vraiment bon. Fait que j'ai pas grand mérite, pour être honnête, là, mais cette histoire-là, ça me fait toujours sourire parce que c'est parti vraiment d'un volet d'insouciance, de aucune compréhension de cette business-là, jusqu'à ce que tu fasses comme, OK, on va se partir une maison de 10 d'abord, puis on apprend le chemin en le marchant, puis bien sûr, ça me plaît. On fait une petite pause sur le podcast en cours simplement pour vous demander une micro-chose. Le podcast Hypercroissance, comme vous le savez, c'est un podcast vraiment indépendant et on veut le faire grandir. On veut le faire grandir, mais ça passe par vous. Donc, si vous pouviez simplement partager le podcast sur LinkedIn ou sur les médias sociaux à vos collègues, à vos amis pour le faire connaître davantage à la communauté entrepreneuriale de la francophonie, ça ferait énormément de différence. Donc, si vous pouviez simplement le partager, on vous remercie en avance. Ça peut nous aider à faire grandir le podcast. Et sur ce, de retour à l'épisode en cours. Édition 22, tu nous as parlé un petit peu comment ça s'est mis en place. Drink BI, donc c'est un breuvage que tu as lancé avec Maxime Talbot est inclus là-dedans. Je pense qu'également Bruno Gervais, il y a d'autres personnes également qui sont impliquées. Quelle est encore une fois l'idée derrière tout ça? J'ai pris goût au monde des breuvages, évidemment. Puis, en discutant avec Max Talbot, Bruno Gervais, deux anciens de la Ligue nationale de hockey, on a réalisé que dans le monde des boissons sportives, les Gatorade de ce monde, etc., puis je ne veux pas blaster personne, mais qu'il y avait quand même un besoin pour un produit qui est bon pour la santé, c'est-à-dire pas bourré de sucre raffiné ou d'édulcorant ou de peu importe édulcorant, que ce soit stevia, aspartame, peu importe. Puis, de fil en aiguille, on a discuté, puis on a lancé tout récemment BeHy, B-E-H-Y, bien-être, hydratation, ou en anglais, Be Hydrated. Puis, l'objectif, c'était justement de trouver un produit qui était complètement naturel. Fait qu'il y a le sucre est issu du sirop d'érable. En fait, ça goûte pas le sirop d'érable, mais on a extrait le sucre naturel du sirop d'érable, fait que ça vient avec plein de minéraux et d'antioxydants. Et parce que les sportifs ont besoin d'un petit peu de sucre quand ils font de l'exercice. Puis on voulait quelque chose qui était bien balancé aussi au niveau des électrolytes. Puis Max et Bruno en parlent bien aussi. C'est qu'eux autres, très axés sur la santé, évidemment, puis voulaient être capables d'offrir un sports drink, une boisson d'hydratation sportive à leurs enfants sans se sentir mal. Tu donnes un... Encore une fois, j'ai juste On peut les nommer. Ben, tu donnes un Gatorade à tes enfants, puis moi, tu le sais que c'est pas bon pour les gens. Tu sais que c'est pas bon parce que c'est bourré de sucre. Hautement calorique, bien sûr. C'est ça. Fait qu'on voulait une belle option québécoise, 100% québécoise. Puis c'est le cas. C'est quoi le plan ici? Est-ce rapidement, on était capable de trouver des lignes de distribution avec l'expérience peut-être que tu as eu avec Atypique? Oui, on est chez IGA. On est disponible à travers le réseau de distribution SoBase. Puis on a d'autres canaux qui vont s'ouvrir très prochainement aussi. Là, c'est juste pas tout à fait closé. Wow. Exceptionnel. Et bon, peut-être le dernier que j'ai pu voir, Soma Fit Club, on en a parlé un petit peu plus tôt, encore une fois. Mais tu sais, dans le fond, là, c'est pour moi, là, c'est encore une fois d'être impliqué dans des projets qui me ressemblent et que moi, j'ai envie d'utiliser au quotidien. Soma, c'est de l'entraînement en IMS, électro-stimulation musculaire. Puis, on en faisait en physio tout le temps. Par exemple,
au foot, tu te blesses un genou, tu peux pas jouer pendant 2 semaines, tu veux pas que tes muscles s'atrophient, mais on faisait de l'électrostimulation sur les cuisses, par exemple. Là, c'est un saut au complet. Puis on est les franchiseurs, nous autres. Fait qu'on on a ouvert le studio à Griffintown. Boucherville puis Saint-Hilaire s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. Oh, wow! Fait que c'est vraiment excitant. Fait que c'est de créer une alternative intéressante. C'est des entraînements de 20 minutes parce que tes muscles se contractent. Bien sûr. C'est full body. Tu sais, fait que moi, je continue d'aimer la musculation, je continue d'aimer la course, mais j'ai 41 ans et j'ai le corps un petit peu plus magané que la moyenne du monde. Fait que j'imagine. Pour moi, faire des squats, par exemple, avec 300 livres, mais je me mets un peu à risque, tu sais, de blessure. Fait que là, à travers Soma, mais je suis capable d'avoir des contractions musculaires comme si je levais 300 livres, mais en toute sécurité. T'sais. Fait que c'est ça l'esprit derrière. Puis on a l'air bien avant-gardiste, là, honnêtement, mais la vérité, c'est que des fois, il suffit juste d'observer ce qui fonctionne ailleurs, puis de voir si tu peux l'ajuster à ta sauce ici. Puis c'est le cas. Tu regardes en Floride, c'est la folie. Tu regardes en Europe, ça fait des années. Puis on était un petit peu en arrière au Québec. Fait qu'on a l'air bien d'être des devins, mais honnêtement, c'est de la recherche. Bien sûr. Et bon, c'est ça que j'aimerais bien comprendre ici, parce que si on voit le dénominateur commun avec toutes ces entreprises-là, c'est que tu mets ton nom devant la marque, tu mets ton visage devant la marque. Donc, essentiellement, le personal branding de Étienne Boulay devient vraiment une ligne de distribution pour ces différentes entreprises-là. Où est-ce que ton travail débute avec ces entreprises et où est-ce que ton travail se termine? Moi, je suis impliqué au niveau de la stratégie, la planif stratégique, la vision, puis après ça, la création d'opportunités, essayer de trouver des partenaires stratégiques, tout ce qui va pouvoir créer de la valeur puis de l'expansion intelligente du brand. Mais je ne suis pas dans les opérations. J'ai un mot à dire dans le marketing, mais tu sais, je fais pas le marketing. Puis oui, je prête mon nom, mon image, mais en même temps, il faut, ça peut donner un petit boost, mais il faut que le marketing vive sans moi. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça que je suis content qu'on ait réussi à faire avec Atypique et Édition 22. Puis après ça, c'est un peu du rinse and repeat, dépendamment de dans quel domaine on est. Mais je te dirais que je suis plus dans le macro que dans le micro. Là, fait que je regarde un petit peu plus d'en haut, puis j'essaie de m'assurer qu'on s'en va dans la direction qu'on s'est donnée. Puis j'essaie après ça de trouver des belles opportunités qui vont nous permettre une croissance le fun. Donc, en gros, ton brand peut aider l'entreprise à être lancée, mais ton brand ne doit pas rester là ad vitam aeternam pour faire vivre l'entreprise. C'est comme un petit coup dans le derrière pour lancer l'entreprise, mais après, tu dois vivre par toi-même. Ouais. Puis c'est intéressant parce que, encore une fois, là, la vérité, c'est que j'ai pas tout saisi encore là, sur comment bien me positionner à travers tout ça, parce que une des craintes que j'ai à travers, entre autres, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est que je veux pas devenir non plus une page de pub. Tu sais, le lundi, c'est Soma, le mardi, c'est Atypique, le mercredi, c'est B-Ride, le jeudi, c'est... Tu sais, ça marche pas, puis c'est pas intéressant pour les gens non plus. Fait que de quelle façon je dois me présenter pour que ça amène de la valeur au monde, en restant moi-même tel quel, que ce soit pas forcé, en aidant les brands. Fait que ça, c'est un petit puzzle que j'ai pas encore réussi à tout à fait assembler. Mais c'est un défi pour beaucoup de gens. C'est-à-dire comment on est capable de naviguer entre contenu plus éducationnel, promotionnel, simplement pour aider les gens et tranquillement, on est capable d'intégrer nos entreprises. C'est un défi de tous les jours. Ouais. Bon, Étienne, peut-être dernier type de contenu que j'aimerais parler avec toi, ton podcast, Chiller chez Boulay, d'où vient l'idée? Tu nous as dit, on le sait, tu es déjà à la radio, donc qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer un podcast également? C'était en 2020, fait que c'était un projet de pandémie. Au départ, on le faisait, on tournait dans le sous-sol, dans le studio à la maison. L'idée derrière, c'est que j'étais écœuré de m'entendre parler. Fait que j'avais envie d'utiliser mes plateformes pour pouvoir entendre des histoires de d'autres personnes, avoir des discussions intéressantes. C'était pas tant des entrevues, c'était plus l'idée de l'esprit derrière, c'est comme si tu viens souper à la maison, puis qu'après le souper, on jase, puis
on réinvente le monde, on discute de tout et de rien. Puis, je suis bien content de l'avoir fait. Puis, éventuellement, ça a évolué en discussion peut-être plus human. Puis comme tu le mentionnais, là, on a 120 épisodes. Puis là, évidemment, je pense que ça va prendre un... J'ai l'impression d'avoir fait le tour dans sa forme actuelle. Puis je réfléchis à la suite. Tu sais, comment peut-être l'évoluer à autre chose. Je t'avoue que, sans trop en dévoiler, je sais qu'à travers mon histoire, mon parcours, ce que je partage, je sais que ça peut aider des gens, ou à tout le moins, ça peut divertir les gens. J'ai envie de pouvoir outiller les gens, mais moi, je suis pas un coach, je suis pas un expert, je suis pas quelqu'un qui peut te créer un programme parce que, mais j'ai un réseau qui est capable de le faire. Fait que, tu sais, la suite sera peut-être vers de quelle façon est-ce que je pourrais vraiment aider du monde au-delà de juste leur partager mon histoire. Tu sais. Fait que c'était un peu ça mon thinking présent. Tu nous as parlé de la suite du podcast, mais toi, globalement, qu'est-ce qui t'attend pour les 12, 24, 36 prochains mois? Écoute, tu sais, tout ce que j'ai nommé, c'est quand même étroitement lié à ce que je fais, là. Tu sais, toute cette espèce de branding personnel-là, cette réflexion-là, des belles opportunités aussi d'animation. Je vais être en Croatie aux côtés des Jim McLean, des Backstreet Boys au mois de novembre prochain pour un show qui s'appelle The Fashion Hero, produit par une Québécoise, Caroline Bernier, dans le but d'essayer de faire tomber les tabous, les standards de beauté là, dans le monde de la mode. Mm-hmm. Fait que tu sais, je m'amuse, honnêtement. Ouais. Je m'amuse. J'essaie d'attacher tout ça de façon intelligente, mais je demeure à la base un kid qui a des belles opportunités puis qui décide de sauter puis de voir où ça mène. Intéressant. Et bon, Étienne, on termine tout le temps nos entretiens sur le podcast en posant à nos invités s'il y a des lectures, des podcasts qu'ils écoutent, qu'ils pourraient recommander. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit que tu pourrais partager avec notre audience? Ben oui, je Start with Why de Simon Sinek. C'est une lecture que je suggérerais. J'ai beaucoup aimé Creativity Inc. aussi sur l'histoire de Pixar. Pour essayer de penser un petit peu autrement à certains trucs. Écoute, des livres, j'ai une bibliothèque au complet en bas. Récemment, Atomic Habits, que j'ai beaucoup aimé, de James Clear. Je viens d'en commencer un que je trouve intéressant. C'est un Canadien qui s'appelle Dan Martell, qui est, lui, de Vancouver. Buy Back Your Time. Buy Back Your Time. Je viens de le commencer. Il est juste derrière moi, ouais. C'est vrai? Je sais pas si tu l'as terminé, mais... ouais, j'ai terminé, ouais. OK, mais moi, c'est parce que je lis un chapitre, il faut que je prenne plein de notes. Parce que c'est une approche super intéressante. Puis très tactique. Très tactique, ce que j'ai besoin dans la vie. Je suis pas le gars le plus organisé. J'ai une vision. Je suis un petit peu plus... j'ai l'impression des fois d'être un peu plus artiste. Fait que d'avoir un gars comme lui qui est capable de me mapper, élimine ça, pense à ci, calcule comme ça, ben ça m'aide beaucoup. Puis je fonde beaucoup d'espoir sur la suite de cette lecture-là. Il est excessivement intéressant, Dan Martell, dans son approche. Puis bon, pour terminer, à quoi ressemble la routine de Étienne au quotidien? Oh là là. Des bonnes journées. Des bonnes journées stimulantes. Mais il y a une raison pour laquelle je veux lire Buy Back Your Time aussi, c'est pour pouvoir être plus présent quand je suis ici. Fait que je me lève tôt parce que j'ai toujours aimé ça. Je suis pas en train d'en faire la promotion. Là. Ça aussi, c'est quelque chose des fois qui me dérange sur les réseaux sociaux, là, la glorification de se lever tôt. Là. Je me lève à 4h30, moi je me lève à 3h30. Je me lève très tôt parce que moi, ça me plaît. Parce que ça me permet de m'entraîner avant que les enfants se lèvent. Puis après ça, un petit peu de courriel, envoie les enfants à l'école. Puis là, ma journée part. Puis habituellement, je reviens pas avant 7 heures le soir. Puis là, hier, j'étais sur le téléphone jusqu'à peu près 11 heures. Fait que j'ai des améliorations à avoir de ce côté-là. Mais je fais de mon mieux. Bien sûr. En tout cas, Étienne, c'est assez exceptionnel de te voir aller. J'imagine si on va en apprendre un peu plus sur toi, on te suit sur Instagram, on regarde tes différents brands. Oui, effectivement. Merci. Merci, c'est toujours le fun de prendre une petite heure pour prendre un petit step de recul puis regarder dans l'ensemble puis discuter. Mais j'apprécie l'invitation. Fantastique. Ben, Étienne, je te remercie également. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.